Bonjour. 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 Du coup, je suis désolée, comme on est assez nombreux, on ne va pas faire de tour de table. Je vais assez impoliment passer la parole très rapidement à Elisabeth Gelot pour le décryptage juridique, ainsi qu'à Florence Sicard et Philippe Couget pour qu'ils nous parlent de l'expérience respectivement d'IKEA et de Média Clinique en matière de vente de produits de seconde main. Je prends juste une minute pour vous donner le contexte dans lequel les CCI proposent ce webinaire qui, pour rappel, se terminera à 12h45 et est filmé. Donc voilà, les CCI, on essaie de sensibiliser depuis quelques années les entreprises pour qu'elles développent le réflexe d'acheter des produits de seconde main, d'orienter les matières qu'elles n'utilisent plus vers des acteurs qui les remettront en vente, et depuis peu, pour qu'elles envisagent d'intégrer des produits de seconde main dans leur offre. Sachant que ça peut concerner tout type de produits, décoration, mobilier, informatique, téléphonie, électroménager. Ça, c'est assez intuitif, mais aussi les articles de sport, les outils, les jouets. Voilà, dans l'absolu, ça peut concerner tout type de produit. Sachant que le contexte favorise le développement de ce marché, je fonce peut-être des portes ouvertes, mais c'est mon rôle en tant qu'introduction. Vous savez bien que la demande se développe à grande vitesse. Les études disent tous que le marché pourrait croître de 15 à 20% par an au cours des prochaines années. On voit aussi que les acteurs proposant une offre de seconde main sont de plus en plus nombreux, les plateformes, mais aussi les magasins physiques, des acteurs spécialisés de seconde main ou non. On voit notamment beaucoup dans la presse des grandes enseignes qui commencent à se positionner sur ce segment. Il y a des outils qui voient le jour aussi pour soutenir la vente de ce type de produit, comme je voulais vous le mentionner quand même, le label RQ de la Fédération RQ, qui est une association des professionnels du réemploi et de la réparation, et qui essaie justement de structurer qu'est-ce qui est vraiment, enfin de labelliser ce qui est reconditionné et de ce qui est peut-être moins bien fait. Il y a des applications aussi qui fixent les conditions de reprise et de prix de vêtements de seconde main pour certains magasins textiles. Et enfin, on a la législation qui apporte des clarifications sur les définitions des obligations, et c'est notamment ce que va vous développer Elisabeth. Donc, de fait, nous, au CCI, on commence à recevoir de plus en plus de demandes sur ce que ça implique de manière concrète de vendre des produits de seconde main. Du coup, il nous a semblé intéressant de proposer un premier webinaire pour répondre vraiment à un premier niveau de questions relativement générique. Il pourra bien sûr être suivi d'autres temps d'information si, lors de vos questions, on voit que soit il y en a trop, soit qu'on n'a pas encore balisé ces points-là. Du coup, je laisse la parole à Elisabeth Gelot. Vous pouvez poser vos questions à la fin de chaque intervention. Donc, Elisabeth va intervenir pendant une demi-heure. Après, il y aura 10 à 15 minutes de questions. Puis, Florence pour IKEA, qui me présente pendant 10 minutes avec 5 minutes de questions. Puis, Philippe pour Média Clinique Game Cash, pareil, 10 et 5 minutes. Merci d'éteindre vos micros pour éviter les petits bruits indésirables, parce que j'en entends déjà un petit peu. Désolée. Et du coup, la parole à Elisabeth. Voilà, je vous passe la parole, Elisabeth. Merci, Pauline. Je vais vous partager mon écran. Est-ce que ça fonctionne bien pour vous? C'est nickel. Oui. Ok, donc effectivement, ce premier temps d'une trentaine de minutes, l'objectif, c'était de balayer les principales questions qui sont assez récurrentes sur les produits de seconde main, d'occasion et reconditionnés, quelles sont les garanties, quelles sont les obligations, qu'est-ce que ça implique. Je ne me suis pas présentée, je suis Elisabeth Gelot, je suis avocate en droit de l'économie circulaire, je suis associée d'un cabinet qui s'appelle SCOV, qui est lyonnais. Et donc, je travaille depuis maintenant pas mal d'années sur ce sujet pour tout type d'acteurs de l'économie circulaire, des entreprises, des acteurs de l'ESS, des éco-organismes, enfin voilà, tous les types d'acteurs dans les chaînes de la circularité. Donc, c'est pour ça, je pense que j'ai la parole aujourd'hui pour faire le tour de ces questions avec vous. La problématique de base que Pauline vous a rappelée, c'était effectivement produits neufs, de seconde main, d'occasion, reconditionnés, de réemploi. On entend toutes ces notions. Dans la vie pratique, généralement, elles se confondent. Après, du point de vue juridique, ça répond à des définitions précises et la commercialisation ne va pas forcément emporter les mêmes conséquences.
Donc, au programme, d'abord faire un point justement de définition, de quoi est-ce qu'on parle, produit de seconde main, d'occasion, reconditionné, de réemploi, voilà, de quoi on parle à chaque fois. Et puis, le deuxième volet, quelles sont les obligations et quelles sont les garanties quand on veut commercialiser ce type de produit. Cette première partie, donc sur quelle différence et de quoi on parle, parce qu'effectivement, on lit un petit peu tout et j'attire encore une fois votre attention sur les sujets, notamment les implications que ça a en termes d'obligations et de garanties, mais aussi, surtout, l'implication en termes d'allégation environnementale. J'insiste parce que les plaintes, notamment au JDP, au jury de déontologie publicitaire, se multiplient sur ces sujets parce qu'il y a des acteurs qui, comme on vous l'a rappelé en introduction, surfent un petit peu sur ces tendances. Mais voilà, ces termes ont un sens et il ne s'agit pas d'induire les consommateurs ou les partenaires commerciaux en erreur. Ça peut être qualifié de pratique commerciale trompeuse derrière. Donc voilà, bien faire attention à ce qu'on dit et aux termes qu'on utilise. Donc les produits de réemploi, qu'est-ce que c'est? Produits de réemploi, ça vient du Code de l'environnement. La définition, c'est celle du réemploi, en fait. C'est toute opération par laquelle des produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus. Donc concrètement, je vous ai mis les critères. Le produit de réemploi, ça va être un produit d'occasion. Donc ça, n'importe quel produit, du mobilier, des matériaux de construction, du matériel informatique, un vêtement, un livre, bon, peu importe, qui a déjà été utilisé. Donc ça, c'est important dans la notion de réemploi. On est vraiment sur quelque chose qui a déjà servi et qui a fait l'objet d'un tri préalable et n'a pas été mélangé à des déchets. Ça, je vous ai mis à référence. C'est important en fonction de vos filières d'approvisionnement. Donc, je vous ai mis en pratique les flux que vous récupérez qui ont un statut de déchet et ceux qui ne l'ont pas. En gros, quand c'est remis directement à une structure qui fait du réemploi, qui peut les accepter ou les refuser, c'est bon. Si c'est trié sur le site de leur collecte initiale, par exemple sur un chantier pour les matériaux, ou si c'est remis par un particulier dans le cadre d'une collecte à domicile, ou alors si c'est issu d'une zone de réemploi en déchetterie ou dans un point de dépôt réemploi, dans un point de reprise d'une filière REP, avec un agent qui va contrôler que c'est réemployable, etc. Bon, tout ça, c'est OK. En revanche, si c'est des biens où il y a une mauvaise traçabilité, où ça a été collecté en mélange avec des déchets, où ça a été collecté via des bornes d'apport volontaire, enfin voilà, tout ça, il y a un statut de déchet et donc, encore une fois, il ne faut pas les commercialiser tel quel. Il faut envisager des sorties de statut de déchet, mais je ne rentre pas dans le détail ici, c'est des cas un peu particuliers. Mais en tout cas, voilà, sur les chaînes d'approvisionnement, vérifier qu'on est bien dans l'hypothèse du réemploi. Et puis, le dernier critère, c'est que ce soit en bon état de fonctionnement. Ça, c'est un critère qui ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et également du règlement sur les transferts transfrontaliers de déchets. Donc, voilà, pour tout ce qui est équipement destiné à fonctionner, notamment éléments électriques et électroniques, le réemploi, ça implique que ce soit en bon état de fonctionnement. Donc, voilà, produit de réemploi, c'est une notion code de l'environnement. Ensuite, on a les notions de produits d'occasion et de seconde main. Ça, ces deux termes, en pratique, ils sont interchangeables. Dans la réglementation, il n'y a que le produit d'occasion qui est défini, mais le produit de seconde main, en fait, est un synonyme un peu utilisé comme appellation commerciale. C'est une notion du code du commerce, en l'occurrence, le produit d'occasion. Un bien d'occasion, ce sont les biens qui, à un stade quelconque de leur production ou de leur distribution, sont entrés en la possession d'une personne pour son propre usage, par effet d'un acte de cession à titre gratuit ou onéreux, ou qui ont subi des altérations qui ne permettent pas leur mise en vente comme neuf. Donc, encore une fois, là, cette fois-ci, c'est soit comme le produit de réemploi, ça a déjà été commercialisé et en plus, ici, il peut avoir été utilisé ou non, mais ça peut être aussi un bien qui a été endommagé avant sa commercialisation et qui ne satisfait plus les normes applicables aux produits neufs. Donc, un bien un petit peu dégradé. Et là, c'est un peu l'hypothèse soit des invendus ou des fins de stock ou de tout ce qui va être potentiellement un petit peu qui aura été dégradé parce que ça n'a pas été commercialisé assez rapidement ou dans le cadre de la commercialisation, ça a été dégradé. Donc, voilà. Donc ça, c'est les produits d'occasion. Il y a une définition fiscale aussi du produit d'occasion. On verra, c'est important parce qu'il y a les sujets de TVA ensuite derrière. Et la définition fiscale, c'est tout bien meuble corporel qui est susceptible de réemploi en l'état ou après réparation. Et on sort bien sûr de la notion de bien d'occasion, les œuvres d'art, les objets de collection, les antiquités ou les métaux précieux et les pierres précieuses, parce que du point de vue fiscal, qui relèvent d'un autre régime.
Voilà. Et on a ensuite une autre définition jurisprudentielle qui était venue compléter cette définition fiscale et qui rappelait bien que les biens d'occasion sont ceux qui doivent avoir fait l'objet d'une utilisation. Donc voilà, encore une fois, là on voit, il y a pas mal de définitions, code de l'environnement, code du commerce, code général des impôts. À chaque fois, ça introduit des nuances. Bon, généralement, le produit d'occasion ou de seconde main, encore une fois, ça reste dans tous les cas un bien qui a déjà été commercialisé. Donc, il a déjà eu une première vie et on lui en donne une seconde. Donc, ça, c'est dans la plupart des cas l'appellation qu'on va donner. Et la grosse différence qu'il y a à faire entre réemploi, si vous voulez, les grandes, ce qu'il faut retenir, c'est réemploi, en gros, il a déjà été utilisé, c'est une nouvelle vie. Bien d'occasion, il a déjà été commercialisé ou il a eu des défauts qui fait qu'on va le commercialiser comme quelque chose qui a déjà servi parce qu'il est potentiellement un petit peu dégradé dans ses performances par rapport à un neuf. Et puis, le produit reconditionné, et c'est là où il y a un gros gap. Là, c'est une définition du code de la consommation. Le produit reconditionné, c'est celui qui va remplir certaines conditions où finalement, il va avoir été revalidé, contrairement justement aux produits de réemploi ou aux produits d'occasion qui sont généralement vendus en l'état. Le produit reconditionné, il répond à plusieurs conditions pour pouvoir utiliser cette appellation. C'est un produit ou une pièce détachée d'occasion, donc comme on vient de le définir, qui a subi des tests portant sur toutes ses fonctionnalités afin de répondre aux obligations légales de sécurité et à l'usage auquel le consommateur peut légitimement s'attendre. Donc concrètement, ça va être des opérations de contrôle ou de test pour vérifier les performances du produit en lien avec son usage et puis vérifier que ça ne présente pas de défaut de sécurité ou de défectuosité. Et puis, si besoin, le produit ou la pièce détachée va subir des interventions pour y restituer ses fonctionnalités. Donc là, ça peut être de la réparation, de la rénovation pour le remettre en état. Voilà. Donc, le produit reconditionné, c'est bien un produit d'occasion de seconde main qui a été contrôlé pour satisfaire à toutes les exigences réglementaires qui sont applicables à ce type de produit. Donc, le produit reconditionné maintenant, donc c'est un terme on le verra, qui est prévu par le Code de la consommation et qui doit répondre à ces conditions si vous voulez utiliser ce terme. Sinon, encore une fois, c'est une pratique commerciale trompeuse d'utiliser ce terme-là. Donc, maintenant qu'on y voit un peu plus clair sur le réemploi, la seconde main, le reconditionné, quelles sont les obligations et les garanties? L'ensemble des obligations et des garanties qu'on va mentionner ci-après se cumulent. Donc, encore une fois, quand on est vendeur de produits d'occasion, on est tenu à toutes ces différentes obligations. La première, c'est une obligation d'information et de conseil. Donc, en tant que vendeur, on est tenu à cette obligation et elle est renforcée lorsqu'on vend à un consommateur ou à un non-professionnel. Je vous ai mis un point d'attention. Le code de la consommation dit bien que tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur. Donc, il faut être excessivement clair sur le fait qu'on vend des produits, par exemple, de seconde main ou reconditionnés. Et il faut transmettre les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien. Et donc, par exemple, ces informations, vous avez une liste de caractéristiques essentielles qui sont rappelées dans le Code de la consommation. Je vous ai mis les articles. Mais au-delà de ça, vous avez des informations qui vont varier en fonction du type de produit. Et donc, si vous vendez, par exemple, un produit de construction de réemploi, il faut bien rappeler la question de l'impact assurantiel. Le fait que ça peut impliquer des limitations de garantie d'utiliser certains biens d'occasion parce que ça ne relève pas des techniques courantes. Donc ça va dépendre encore une fois des types de biens qu'on cède sur des types de biens comme encore une fois des livres ou du textile. Il y a peu d'informations essentielles à part le fait de rappeler que c'est un bien d'occasion et donc effectivement la qualité sera forcément dans un état moindre généralement. Il faudra qualifier son état plutôt que quelque chose de neuf. Et sur cette question d'information et d'appellation commerciale, je t'ai mis un deuxième attention. Le terme reconditionné, vous pouvez l'utiliser si vous remplissez les conditions légales qu'on a vues. Le terme reconditionné en France, vous pouvez l'utiliser que si la totalité des opérations de reconditionnement ont été faites sur le territoire national. Et attention, là encore, vous ne pouvez pas utiliser les expressions comme état neuf, comme neuf, à neuf ou toute mention équivalente.
pour un produit reconditionné ou quand vous utilisez la mention reconditionnée et a fortiori quand vous utilisez un produit d'occasion quelconque. Donc, encore une fois, c'est pour ne pas induire le consommateur en erreur. Donc ça, c'est des choses qu'il faut bannir. État neuf, comme neuf, à neuf, quand vous commercialisez de la seconde main ou du reconditionné, voilà, il ne faut pas le faire. Je vous ai mis un petit encadré sur les conseils. Voilà, fournir le maximum d'éléments dont vous disposez vis-à-vis des produits, et notamment le fabricant d'origine, les fournisseurs successifs, les conditions d'utilisation et toute information relative à la compatibilité avec d'autres biens, notamment pour tout ce qui est électrique et électronique. Concrètement, obligation d'information et de conseil, que nous dit le Code de la consommation? Les informations qui sont relatives au prix, aux conditions particulières de vente doivent être communiquées par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, doivent être lisibles et compréhensibles. Donc, en cas de vente en ligne, il faut bien mettre des CGV à accepter avant la validation du panier. Et c'est idéal pour fournir des informations sur le produit et notamment tout ce qui est lié au caractère d'occasion, donc la provenance, les limites sur les garanties relatives aux qualités et compagnie. Et puis, surtout ce qui est vente en ligne, vous pouvez les mettre en mélange dans le même rayon, faire une présentation à part. Il n'y a pas de règle sur la disposition choisie. Il faut juste que ça ne génère pas de confusion chez l'acheteur. Donc ça, vous pouvez mettre des fiches produits avec des écriteaux, des emballages particuliers, des informations d'étiquetage. Enfin, voilà, vous faites ce que vous voulez. Ce qui est important, c'est que ce soit clair derrière, soit que ce soit des étiquettes de couleurs différentes, un rayonnage différent, peu importe, mais en tout cas, il faut que ce soit clair la distinction entre le neuf et ce qui est d'occasion. Et je vous ai remis aussi, il y a une possibilité, bien sûr, de demander à la DGCCRF de prendre position sur la manière dont vous informez vos consommateurs. Donc ça, si vous mettez en place, vous développez vraiment un segment sur les produits d'occasion et que vous voulez faire valider justement la manière dont vous informez et la manière dont vous formulez vos CGV, vous pouvez tout à fait demander une forme de rescrit et comme ça, vous êtes sûr derrière que vous êtes dans les clous et qu'il n'y aura pas de contentieux ou de problème avec la DGCCRF en cas de contrôle. Donc ça, c'est l'obligation d'information et de conseil. Le deuxième point, c'est la garantie contre les vices cachés. Tout vendeur d'un bien neuf ou d'occasion est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose. Cette garantie, elle s'applique à toutes les ventes. Seuls les professionnels de même spécialité peuvent décider de l'exclure expressément dans le contrat. Donc, on est vraiment dans l'hypothèse du B2B et quand vous vendez à des gens du même secteur d'activité. Pour faire jouer cette garantie, l'acheteur il devra cumuler plusieurs choses, prouver que le vice est antérieur à la vente, qu'il est inhérent à la chose, qu'il compromet son usage et qui n'était pas apparent au moment de la vente. Quand vous vendez à un consommateur ou à un non-professionnel, ce sera assez facile pour eux de se prévoir des garanties des vices cachés puisqu'il devra démontrer qu'avec un examen sommaire du bien, il ne pouvait pas déceler le vice caché, alors qu'avec un professionnel, il devra quand même, on partira du principe qu'il était quand même à même de faire un examen approfondi et d'en savoir plus. Voilà, mais ça, c'est des choses, encore une fois, classiques, que ce soit bien neuf ou d'occasion. Le caractère d'occasion ne change pas ce point. Donc, encore une fois, là, le sujet, ça va être les vices cachés, de suffisamment décrire les aléas relatifs aux biens d'occasion pour que justement, ça ne fasse pas partie des choses qu'on pourra considérer comme étant cachées puisque vous aviez informé qu'il y avait des points qui n'étaient pas connus ou qui n'étaient pas décelables au moment de la vente. Donc ça, c'est plus une question de bien rédiger, encore une fois, vos conditions générales de vente. Pour tous les types d'acheteurs, vous avez l'obligation de délivrance conforme. Donc, en tant que vendeur, vous devez livrer à l'acheteur le produit qu'il a commandé. Cette garantie, elle s'applique aux produits neufs comme aux produits d'occasion. Et vous devez remettre à votre client un produit qui est conforme aux caractéristiques qui sont prévues au contrat, tant quantitativement que qualitativement. Et donc ça, encore une fois, si vous mettez rien dans le contrat, ou encore une fois, dans le contrat, c'est au sens large, donc ça peut être dans la fiche produit, dans les CGV, peu importe la manière dont vous informez. Mais en tout cas, ça rejoint notre sujet des informations précontractuelles. C'est en tout cas, si vous ne précisez rien, vous devez fournir un produit de qualité qui est conforme aux attentes légitimes des parties selon sa nature, ses usages et son prix.
et donc ça peut faire l'objet d'un fort contentieux. Donc, sur ce sujet, encore une fois, plus vous transmettez d'informations sur la nature du bien, ses usages et son prix, moins vous aurez de recours. C'est-à-dire que si vous dites que c'est un bien d'occasion, par exemple, je ne sais pas, c'est un jeu de société, vous dites que le nombre de pièces n'est pas garanti ou voilà, que vous n'avez pas revalidé certaines choses, bon, bah, encore une fois, on ne pourra pas, et que le prix est fixé en conséquence, et que du coup, c'est un prix qui est moins cher, bah, on ne pourra pas derrière venir demander un remboursement en disant oui, il manque telle pièce, etc. Donc ça, c'est en fonction de ce que vous avez convenu. Donc c'est tout l'enjeu de savoir quand vous vendez du bien d'occasion, est-ce que vraiment vous, jusqu'où vous allez derrière, en fait, dans ce que vous regarantissez, ce que vous êtes capable de faire, et en conséquence, au prorata, comment est-ce que vous fixez votre prix? Et naturellement, plus votre prix va se rapprocher d'un produit neuf, plus l'attente légitime des parties, c'est qu'effectivement, votre produit, il est complet ou il est quasiment équivalent à un produit neuf. En revanche, plus vous le vendez peu cher, plus on sait que c'est un produit d'occasion et plus vous informez derrière que finalement, voilà, il y a des usages, par exemple, potentiellement qui ne seront pas possibles, il y a des choses qui n'ont pas été revalidées, voilà. Donc, encore une fois, évaluer l'état du bien. Donc ça, vous pouvez mettre en place un petit système de gestion de qualité avec des couleurs, très bon état, non contrôlé, etc. Ça, c'est à vous de mettre en place votre process et votre politique de qualité. Mais c'est important parce que c'est comme ça que vous pourrez, si jamais il y a un problème derrière du bien, en lien avec le bien, éviter d'avoir à le rembourser ou à le changer ou à consentir une réduction du prix, parce que vous direz, voilà, moi, je vous ai délivré quelque chose, je vous ai informé de tout, je vous ai délivré quelque chose qui était conforme à l'état que je vous avais annoncé, et donc voilà ce que je garantis. Donc encore une fois, ça, plus vous transmettez d'informations, plus vous vous baquez. Renforcer si vous, cette obligation de délivrance conforme, elle est renforcée si vous vendez à des consommateurs. Dans ce cas-là, il y a la garantie légale de conformité qui s'applique. C'est la même chose qu'avec le neuf. Donc, c'est 2 ans à compter de la délivrance du bien, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la vente. Mais la seule différence avec quand vous vendez des produits neufs, c'est que là, la présomption qu'il y avait bien un défaut quand vous avez remis le bien, c'est 12 mois à compter du moment où vous avez vendu le bien d'occasion, alors que c'est 24 mois quand vous vendez du neuf. Donc voilà, encore une fois, c'est simplement pour faciliter les recours des consommateurs. Pour rappel, cette garantie, elle va permettre aux consommateurs de demander soit la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement, soit une réduction du prix s'il veut garder le bien, soit un remboursement total du prix et il vous remet le bien. Mais encore une fois, c'est la même chose que pour le neuf. La seule différence, c'est que avec le neuf, on peut se pointer pendant 2 ans chez vous, par exemple, je ne sais pas, avec un mixeur en disant, bah voilà, il ne fonctionne plus, vous me devez une garantie de délivrance conforme. Avec un produit d'occasion, ce sera que pendant 12 mois. La garantie des produits défectueux, c'est une garantie 10 ans à compter de la première mise sur le marché, qui pèse sur le fabricant d'un produit qui est responsable des dommages corporels et matériels qui sont causés par le produit. Encore une fois, on est sur les défauts de sécurité. Donc, ça va être les téléphones qui explosent quand on les recharge, un véhicule où il y avait un défaut de sécurité et derrière, ça cause des accidents. Ça peut être une bouteille de gaz où on a mal défini le périmètre de sécurité et donc finalement avec certains, pareil, c'est pas compatible avec certains types d'installations et le consommateur n'en est pas informé. Voilà. Après, on peut aller chercher du défaut de sécurité sur des choses beaucoup moins dangereuses, sur une chaise qui va se casser, etc. Mais encore une fois, derrière, il faut qu'il y ait des dommages corporels, plus de 500 €. Donc, et pareil, des dommages matériels qui sont causés à ce qu'il y a autour. Donc, voilà, encore une fois, ça reste important. Ce qu'il faut retenir, c'est que la garantie des produits défectueux, donc en principe, c'est sur le fabricant. Pour les vendeurs de produits de réemploi, il ne sera pas considéré comme fabricant du produit, même si derrière, vous avez fait du reconditionné. Donc, la seule exception, c'est si vous faites ce qu'on appelle de l'upcycling, mais on ne traite pas ici, c'est-à-dire qu'on transforme substantiellement et on fabrique à partir d'éléments de réemploi des nouveaux produits. Attention en revanche, si jamais on ne peut pas identifier le fabricant, un vendeur professionnel il est responsable dans les mêmes conditions. Donc, vraiment, ce que je vous conseille, c'est pour tous les produits où il y a un sujet
de sécurité du produit, de bien identifier à chaque fois le fabricant d'origine des biens d'occasion que vous commercialisez. Voilà. Donc ça vous permet, encore une fois, si jamais il y a un litige sur un défaut de sécurité, de directement renvoyer vers le fabricant si jamais vous êtes mis en cause. Voilà. Donc, le mieux, c'est d'identifier le fabricant. Un autre point à voir, c'était est-ce que quand je suis sur des filières, par exemple, je ne sais pas, les jouets, les articles de jardinage, le textile, etc., où je suis soumis à éco-contribution, est-ce que je dois verser une éco-contribution quand je mets sur le marché, quand je revends des produits d'occasion reconditionnés? La réponse est non. En principe, il n'y a pas d'éco-contribution pour les produits de réemploi reconditionnés. L'exception, ça va être si on a des opérations de préparation au réemploi, donc de contrôle, de nettoyage, de réparation, qui modifie les caractéristiques essentielles du produit. Ça, aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce que ça recouvre, donc ça crée une insécurité juridique. Mais en tout cas, il faut quand même les caractéristiques essentielles du produit, donc on imagine qu'il faut quand même que ça change certains types de performances. Si c'est le cas, on se demande si la valeur des éléments utilisés pour ces opérations, quand on fait de la réparation ou de la rénovation, est égale ou supérieure à celle du bien usagé augmenté du coût de l'opération de réparation. Je vous ai mis un exemple. Grosso modo, cette exception, elle est ultra mal rédigée. L'idée du législateur, enfin en l'occurrence du pouvoir réglementaire aussi, c'était de faire en sorte que les activités de reconditionnement, notamment de téléphone, soient pas soumises à éco-contribution à partir du moment, si vous voulez, où la valeur des pièces changées restait inférieure à la valeur de reprise des biens d'occasion, plus la prestation de réparation et la main-d'œuvre, en gros, pour reconditionner. Et donc, dans ce cas-là, tant que tout ça, on est sur cet équilibre, finalement, on considère que c'est des biens d'occasion et on ne les soumet pas avec les contributions. Voilà, donc ça, c'est un examen à faire au cas par cas, encore une fois, qui est un petit peu fastidieux. Dans la plupart des cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas d'éco-contribution, sauf si on se met, par exemple, il faut se poser la question quand on se met à faire vraiment du reconditionnement et qu'on change des pièces et que la valeur des pièces peut devenir assez significative. Donc, sur des choses assez importantes, hein, que ce soit des équipements ou des éléments électriques ou électroniques. Voilà, c'est dans cette hypothèse où il faut se poser la question. Un autre point, c'était le marquage CE et la conformité aux normes produits. Donc ça, quels produits sont concernés? Vous avez les produits de construction qui sont concernés et puis d'autres produits qui sont visés par un texte réglementaire et d'harmonisation technique. Donc vous avez les jouets, les équipements électriques et électroniques, le matériel électrique basse tension. Voilà, ceux-là, ils sont concernés par un marquage CE. S'agissant des produits de réemploi, actuellement, pour ce qui est des produits de construction, les matériaux de réemploi ne sont pas soumis à l'obligation de marquage CE, mais ce sera peut-être le cas. Il y a le règlement sur les produits de construction qui est en cours de révision, et donc c'est vraiment à suivre dans les mois qui arrivent. Potentiellement, s'ils font l'objet d'un remanufacturage, ils pourront faire l'objet d'un nouveau marquage CE. Mais en tout cas, en principe, pour le réemploi, il n'y aura pas de nouveau marquage CE. Pour les autres produits, c'est le guide bleu qui nous fournit des informations là-dessus. Pareil, le marquage CE ne peut être apposé que par son fabricant et donc pour les produits neufs qui n'ont pas encore été mis sur le marché communautaire. Donc, il n'y a pas lieu d'apposer un nouveau marquage CE quand on revend des objets de réemploi. Il y a des exceptions. C'est si vous décidez d'importer des produits d'occasion d'un pays tiers. Donc là, on considère qu'ils sont mis sur le marché pour la première fois sur le marché de l'Union. Et là, vous pouvez vous retrouver obligé de vérifier, enfin de les soumettre à un nouveau marquage CE si vous voulez commercialiser. Ou pour les produits dits nouveaux. Donc, encore une fois, c'est les produits d'occasion qui ont soumis des transformations substantielles. Voilà, mais là, on n'est pas sur le sujet, a priori, en droit européen, on est sur l'hypothèse pareil, du remanufacturage ou de l'upcycling. On n'est pas sur le sujet réemploi, reconditionné et compagnie. Mon conseil sur ce sujet-là, c'est toujours vérifier que le produit, quand vous commercialisez des produits qui sont soumis à un marquage CE, si vous voulez faire des produits d'occasion, du reconditionné, etc., de toute façon, le reconditionné, ça fait partie des tests qu'il faut faire, enfin des contrôles et des vérifications, c'est vérifier qu'il y a bien un marquage CE initial lorsque ça a été mis sur le marché. Et je vous ai mis aussi une opportunité. Il y a le prochain règlement européen sur l'éco-conception. Et quand il entrera en vigueur, en fait, les produits, quand ils seront mis sur le marché,
vont disposer à l'avenir d'un passeport numérique dans lequel il y aura la documentation et les informations relatives à la conformité justement aux obligations réglementaires des produits. Et donc, en principe, vous pourrez, pour les produits d'occasion, réidentifier le passeport numérique et donc, par exemple, réaccéder aux questions de marquage CE, aux performances qui sont exigées par la réglementation et compagnie. Alors, encore une fois, ce n'est pas pour demain parce que le temps que ça se mette en place, au début, ça va être sur certaines familles de produits. Et le temps que ça se mette en place, voilà, c'est pas pour 2024. Mais en tout cas, à l'avenir, ça va permettre de faciliter cette étape de vérification du marquage CE. Et il me reste quelques slides sur les questions notamment de fixation du prix de vente et de facturation et de TVA. Sur la question de la fixation du prix de vente, c'est les règles habituelles qui s'appliquent du Code du commerce. Donc, la fixation du prix, elle est libre en matière commerciale. Et la seule limite, encore une fois, c'est l'interdiction de revente à perte, donc à un prix qui est inférieur au prix d'achat effectif. Je vous ai bien remis le conseil sur ces questions de prix, c'est de bien informer les acheteurs que le prix est fixé au regard de la qualité variable des produits et des menus défauts qui sont liés au premier usage. Donc ça, encore une fois, ça va vous permettre de justifier derrière et qu'on ne vienne pas vous demander des réductions de prix au regard de la qualité des biens d'occasion. Donc ça, c'est sur la fixation du prix. Sur les questions de TVA, pour tout ce qui est produits d'occasion, vous pouvez bénéficier de la TVA sur la marge. Donc ça, encore une fois, il faut répondre à la définition qu'on a vue au début, la définition du Code général des impôts. Donc, il faut qu'il y ait les produits d'occasion sont bien ceux qui ont eu un premier usage. La TVA sur la marge, donc ça va s'appliquer que pour les opérations bénéficiaires. Donc, c'est quand le prix de vente est supérieur au prix d'achat des biens. Donc, c'est que dans ce cas-là, du coup, qu'il y aura de la TVA qui sera due. Ensuite, en principe, c'est opération par opération. C'est la méthode du coup par coup, mais vous pouvez avoir la possibilité de recourir à la méthode dite de la globalisation. Donc, vous prenez tous les achats et derrière toutes les ventes et vous appliquez la TVA sur la marge de cet ensemble et pas seulement la méthode du coup par coup. Donc, pour chaque achat de bien et ensuite revente, la marge que vous faites et vous appliquez la TVA sur cette marge. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire cette méthode du coup par coup. Vous pouvez faire la globalisation. Et je vous ai rappelé, pareil, il y a une interdiction de déduire la taxe qui est incluse dans le prix d'achat des biens en revanche. Donc, la TVA qui est dite rémanente. Donc, vous pouvez appliquer cette méthode de la TVA sur la marge, mais vous pouvez aussi opter pour le régime général de la TVA. Donc, dans ce cas-là, vous faites, comme pour vos produits neufs, vous faites la TVA montant total de la vente. Ah oui, j'ai oublié de rappeler, il n'y a pas de montant de TVA particulier aujourd'hui pour les produits d'occasion. Donc, c'est une méthode de calcul de la TVA, mais il n'y a pas, vous restez par exemple, si vous êtes à 20%, vous restez à 20%, si vous êtes à 5%, vous restez à 5%. Donc aujourd'hui, c'est un sujet de fixer un taux de TVA à 5,5% pour tous les produits d'occasion. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est un sujet qui est sur la table, qui est en cours d'examen, il y a un rapport qui devrait être rendu. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de taux de TVA particulier. Donc voilà, donc soit vous optez pour la TVA sur la marge, soit vous souscrivez à votre régime général de la TVA. Dans ce cas-là, voilà, c'est TVA sur le montant total de la vente. Et puis, vous pouvez déduire la TVA qui est payée pour l'acquisition des biens. Je vous ai mis choix possible et recommandé d'opter pour le régime général de la TVA. Encore une fois, quand vous commencez avec les produits d'occasion, si vous avez de tout, c'est-à-dire des produits d'occasion, du neuf, du reconditionné, etc., ça peut être un petit peu compliqué de suivre en termes de comptabilité et facturation, de suivre les différents segments. Donc, c'est vrai que la TVA sur la marge, c'est un système qui est, par exemple, appliqué par les professionnels de l'occasion, les brocanteurs, les antiquaires et compagnie. Quand aujourd'hui, on a juste un petit segment et qu'on commence, ça peut être compliqué à suivre. Pour les produits reconditionnés, je vous ai mis, ça dépendra de la nature des opérations de reconditionnement. Faut regarder la doctrine fiscale sur cette question. Selon les cas, soit les produits d'occasion, ils relèvent soit les produits reconditionnés relèvent des produits d'occasion et dans ce cas, vous pouvez leur appliquer la TVA sur la marge, soit ils sont considérés comme des produits neufs. Donc ça dépend, encore une fois, de l'ampleur des opérations de reconditionnement, de rénovation, de transformation, de réparation. Donc ça, voilà, pareil, ça peut être un peu fastidieux si, encore une fois, c'est quelque chose au début où vous faites ça un petit peu, voilà, faut regarder en fonction de la chaîne que vous mettez en place. Et puis, voilà, sur les questions de facturation, c'est plus, à mon avis, ça peut se prêter à un webinaire avec un comptable sur ce point-là, mais
En tout cas, encore une fois, il y a un enjeu, ce que je vous disais, de comptabilité. Si on se met à avoir un segment de TVA sur la marge et un segment de régime général pour les produits neufs ou pour les produits reconditionnés, ça peut être un peu lourd à suivre. Et ma slide de conclusion de mémoire, quelle différence entre la vente de produits neufs et d'occasion? Juridiquement, ce que je vous ai mis, c'est que globalement, sur les questions de garantie compagnie, il n'y en a pas. Les obligations du vendeur sont les mêmes. En fait, elles dépendent de votre statut de vendeur et pas de la nature du produit. Et les quelques exceptions, c'est celles qu'on a vues. Le délai de garantie légale de conformité qui est réduit à 12 mois. Et pour les 12 mois qui suivent, ce sera à l'acheteur de vous prouver qu'il y avait un défaut quand il a acheté. Et puis, l'autre point aussi, si vous vendez, vous vous mettez à vendre beaucoup de produits d'occasion, vous serez considéré comme un professionnel spécialisé. Et là, encore une fois, vous aurez des standards de plus en plus élevés en termes d'obligations de conseil et d'information. Donc, en cas de problème, on considérera que voilà, vous étiez dûment informé. Donc, c'est ça qui change. Et puis, vente de produits d'occasion en ligne ou en magasin, voilà, c'est pareil, il n'y a pas de différence notable. Donc, les règles spécifiques liées à la vente en ligne s'appliquent avec, par exemple, le délai de rétractation de 14 jours et compagnie. Les CGV qui sont obligatoires pour la vente aux particuliers. Voilà, donc encore une fois, on est sur les règles qui sont les mêmes que si vous vendez du neuf. Et j'en ai terminé. J'ai essayé de tenir mon timing. Je suis désolée pour le débit. Pas du tout, tu as été monstrueuse. Tu pile une demi-heure. Hyper, c'est très large du coup tout ce que Elisabeth a balisé. Alors, on prend 5 minutes de questions. Alors, il y en a 2 qui sont venus. Y a-t-il une réglementation particulière pour le dépôt-vente? Ne vendant pas exclusivement des produits d'occasion, nous souhaitons proposer des bons d'achat en contrepartie de la vente d'un article. Est-ce légal? Alors, on va prendre des questions vraiment les plus générales possibles. Si après, il y a des questions très particulières, on réorientera. Je te laisse peut-être répondre ça. Alors, le dépôt-vente, effectivement, c'est un contrat de dépôt. Donc, c'est un contrat particulier que je n'ai pas traité ici. Donc, vous pouvez tout à fait le mettre en place. Il n'y a pas de… Enfin, la règle spécifique, c'est que c'est un contrat spécifique qu'il faut mettre en place, qui est un contrat de dépôt. Mais voilà. Donc, après, sinon, les autres questions… sont les mêmes et de toute façon, vous restez un professionnel. Donc, il faut de toute façon informer derrière les consommateurs comme il se doit. Mais voilà, il faut mettre en place du coup ce contrat avec ceux qui vous déposent justement derrière des biens à revendre. Alors, j'ai vu, Monsieur Fleury, que vous aviez levé la main. Je vois juste avant que Patrice a posé une question, mais à mon avis, on est un peu hors sujet. Vous dites transformer un objet, exemple, je deviens un lustre avec connexion électrique, quelles précautions et quelles obligations? Là, on n'est plus dans du réemploi, si je ne m'abuse. Voilà, exactement. C'est ce qu'on citait sur upcycler et produits nouveaux. Et donc, en gros, là, vous avez toutes les obligations d'un fabricant de lustre. Donc, en fait, c'est comme si vous deveniez fabricant, etc. Donc là, par exemple, vous avez potentiellement des éco-contributions sur le mobile ou sur les produits électriques ou électroniques. Vous avez des obligations de sécurité à valider. Voilà, donc là, vous devenez fabricant. Donc, ça ouvre plein d'autres… voilà. Si vous voulez creuser, du coup, vous pourrez contacter Elisabeth après. Mais du coup, c'est un peu hors de ce champ-là. Monsieur Fleury, je vous écoute. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Oui. Voilà, moi j'ai une société qui, aujourd'hui, on travaille sur des produits neufs, mais en avarie de transport. Donc, on achète des semi-remorques complets de produits qui ont des défauts d'aspect, qui sont contrôlés par nos équipes et qui sont revendus. Alors, c'est dans cet esprit-là que j'étais intéressé, parce que je considère que c'est du reconditionné, mais neuf. Et aujourd'hui, j'en entends pas trop parler, parce que je pense que ça a été écarté. On a parlé du reconditionné, mais uniquement de reconditionné d'occasion. Nous, on fait une garantie de 2 ans pour être dans les clous. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on va parler du reconditionné neuf aussi? Alors, en fait, je pense qu'il faut… Vous pouvez appeler ça du reconditionné, mais si vous appelez ça du reconditionné, vous ne pouvez pas dire neuf. En fait, à mon avis, vous ne pouvez pas dire neuf parce que vous répondez même à la définition dans le Code du commerce qu'on a vu sur les biens d'occasion, où justement, ça peut être des biens qui, avant même leur commercialisation, peuvent plus être commercialisés comme neufs
parce que justement, ils ont eu un défaut ou quelque chose qui fait qu'ils ne répondaient plus aux normes, etc. Donc, vous, en fait, vous récupérez ces biens d'occasion-là. Donc là, vous répondez à la notion de bien d'occasion et vous les reconditionnez. Donc, je pense que vous pouvez les vendre comme reconditionnés. Mais ça pose aucun problème. Ensuite, vous ayez une garantie qui soit similaire à celle du neuf. Ça, vous pouvez le dire. Vous pouvez dire ils sont même garantis que pour un produit neuf. Mais en tout cas, c'est la notion de reconditionné. Je suis un peu surpris parce que nous, on travaille avec la DGCCRF sur ce sujet qui nous indique clairement que ce sont des produits neufs, étant donné qu'ils n'ont jamais eu de première utilisation. Et encore dernièrement, interrogés, ils nous disent vous êtes garanti 24 mois et vous devez dire que les produits sont neufs. D'accord. De toute façon, tout le monde est garanti 24 mois. Donc ça, encore une fois, c'est ce qu'on a vu, il n'y a pas de différence. Après, si eux, ils considèrent que vous devez mettre la notion de neuf, encore une fois, c'est la DGCCRF, j'ai envie de vous dire, mettez neuf. Mais juridiquement, à mon avis, vous êtes un produit d'occasion. Quand on voyait la définition, je vous remets juste la slide, parce que, hop, je remets ça, je vous repartage rapidement l'écran. Mais à mon avis, on est vraiment dans cette hypothèse-là. En gros, moi, ce que j'ai compris, c'est que ça ne peut pas être reconditionné et neuf, de toute manière. Exactement. Donc ça, on ne peut pas le dire. Mais en fait, à mon avis, vous êtes là. Les biens d'occasion, les biens qui à un stade quelconque de la production, en l'occurrence, ont subi des altérations qui ne permettent pas leur mise en vente comme neuf. Donc, à mon avis, quand vous les achetez, c'est ça, c'est ce que vous achetez. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous les reconditionnez, vous revalidez tout et compagnie, et ensuite vous les revendez à l'instar du neuf. Donc, en fait, à mon avis, juridiquement, vous êtes du reconditionné. Donc, voilà. Après, si la DGCCRF veut que vous mettiez neuf, j'ai envie de vous dire, on ne va pas se battre avec la DGCCRF, surtout si vous, d'un point de vue commercial, c'est mieux de mettre neuf. Mais aujourd'hui, nous, on marque neuf déclassé. Nous, aujourd'hui, les produits, on les appelle neufs déclassés, et le déclassé n'a pas de notion juridique. Non, mais du coup, encore une fois, je pense qu'à partir du moment où vous êtes à même de les garantir et que vous n'utilisez pas concomitamment reconditionné et neuf, il n'y a pas de problème. Enfin, vous voyez. OK. Alors, je vais juste prendre encore, il y a plein de questions qui sont venues. Je vais en prendre deux parce qu'il faut qu'on passe la parole aux témoins, mais on pourra reprendre à la fin à la fin des interventions pour les autres questions. Du coup, alors, il y avait, est-ce qu'il faut ajouter l'activité dans le numéro SIRET de l'entreprise? Ça dépend, encore une fois, pas nécessairement votre code APE. Je pense qu'avant qu'il change, il y a quand même un peu de marge. Ceux qui ont un code APE, activité, produits d'occasion et compagnie, c'est ceux qui font ça à titre. Encore une fois, votre code APE, c'est votre activité principale. Après, effectivement, si après, ça devient commercialement 50% de votre chiffre d'affaires ou que ça occupe plus de 50% de vos salariés ou qu'il commence à y avoir des indices que ça devient une activité principale, il faut y réfléchir. Mais sinon, ce n'est pas indispensable. Voilà. Et après, sur la compatibilité avec votre objet statutaire, a priori, ça ne pose pas de difficulté à partir du moment où vous commercialisez des biens. Si vous vous mettez sur le secteur de l'occasion, a priori, ça ne nécessite pas forcément une évolution de vos statuts par là. Patrice, j'ai vu que vous vouliez reprendre la parole, mais je vous reprendrai après du coup. Si un produit neuf est déclassé en produit d'occasion, passe-t-il en TVA sur marge quand il y a vente? Ah, donc c'est l'hypothèse, encore une fois, des déclassés et compagnie. Alors, sur cette question de la TVA sur la marge, là, pour le coup, c'est la définition du Code général des impôts. Et la jurisprudence est hyper claire et le Code aussi. Il faut vraiment que ce soit des biens qui aient eu un premier usage. Donc, pour le déclasser, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'on doit noter, je les passe vite avant de donner la parole à Florence encore. Est-ce qu'on doit noter sur le produit ou est-ce qu'on a acheté les articles de base? Pas nécessairement, mais encore une fois, tout dépend de la sensibilité des produits. Et s'il y a un intérêt à retracer, à mettre de la traçabilité pour derrière qu'il y ait un recours contre un reconditionneur ou contre un fabricant, ça peut être opportun. Mais sinon, il n'y a aucune obligation de le faire. Ok. Doit-on noter le prix d'origine? Je pense que c'est la même réponse. Non. On n'est pas obligé, mais on peut. C'est ça? Tout à fait. Une dernière et puis après je passe la parole à Florence. Bonjour, en tant que fabricant de dispositifs médicaux de classe 1, puis-je proposer à mes distributeurs revendeurs du matériel de seconde main reconditionné?
Oui, donc à mon avis, encore une fois, vous pouvez. Alors après, c'est une question de négo aussi avec eux, de voir si ça leur convient. C'est plus un sujet contractuel. Après, voilà, pareil, sur les questions de marquage CE, c'est ce qu'on a vu. A priori, pas besoin de refaire un marquage CE. Si vous êtes à même de le faire, c'est encore mieux. Mais si vous faites tous les tests et que vous recontrôlez, donc oui, il n'y a pas de segment dans lesquels, en fait, il y a une interdiction, sauf par exemple pour tout ce qui est équipements, les équipements de travail. Il y a des cas dans lesquels c'est interdit de faire du reconditionné. De mémoire, les dispositifs médicaux, il n'y a pas d'interdiction. Après, c'est des questions de négociation parce qu'il y en a, en revanche, je sais qui sont pas partants, quoi. Alors nous, on a sur le Maine-et-Loire Envie qui récupère, reconditionne et revend du matériel médical, hein. Donc je pense que ça existe déjà. Il reste quelques questions, dont Patrice, je sais bien, mais j'ai besoin de laisser la parole à Florence parce qu'elle a un impératif après. Donc on le reprendra juste dans 25 minutes, si ça vous va. Florence, est-ce que vous êtes là d'ailleurs? Oui, Oui. je suis là. Bonjour. Eh ben, Bonjour. je vous laisse la parole. On s'était dit 10 petites minutes et puis 5 minutes après de petites questions. Ensuite, il y aura Philippe Ça Couget. marche. Pareil, et puis on pourra prendre les dernières questions. Ah, Ok, ben, super. je vous laisse la main. Ok, parfait. Alors, vous me dites quand vous voyez mon écran, normalement, ça doit venir. En attendant que ça s'affiche, je vais me présenter. Donc, je suis Florence Icard, je travaille pour Meubles C'est bon. Ikea France et je suis en charge des sujets liés principalement à la seconde vie en interne et à notre empreinte carbone et à la biodiversité. Et donc, je suis là aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette invitation pour vous parler un peu de seconde vie chez Ikea. Très rapidement, c'est important. On peut se demander pourquoi je commence comme ça par vous montrer un beau mur de pierre. C'est parce que Ikea est né dans une région pauvre de la Suède qui s'appelle le Småland. Et ça a vraiment nourri l'entreprise dès le début, puisque son fondateur a toujours eu conscience que les ressources naturelles étaient assez rares, enfin du moins avaient une valeur, qu'il fallait en prendre soin. Et il a toujours mené une lutte féroce contre le gaspillage, puisqu'il disait même que c'était un péché mortel chez Ikea. Bon. Et donc, voilà pourquoi on est arrivé à la seconde vie chez Ikea et que ça a pris l'importance que ça a maintenant. Donc, dès le début, chez Ikea, on a eu des magasins qui ont été équipés d'un espace bonne trouvaille. Au départ, c'était pour les articles d'exposition, parce que si vous connaissez Ikea, on a toute une partie showroom où on recrée des pièces. Et donc, il y a des meubles qui sont exposés à la vue de nos clients et qui peuvent avoir de par leur vie au niveau du showroom, quelques petits défauts, être un peu abîmés, un peu tachés, etc. Et c'est quand même embêtant. On voulait vraiment pas les jeter. Donc, dès le début, on s'est dit qu'il fallait leur donner une seconde vie. C'était aussi l'endroit où les clients pouvaient trouver des fins de série à prix réduit. Et en 2014, comme c'est une zone qui avait déjà pas mal de succès, on s'est dit, bon, il faut continuer toujours à éviter que nos produits Ikea se retrouvent à la benne. C'est venu d'un constat dans un pays nordique où ils ont vu un jour pas mal de meubles Ikea sur le trottoir attendant la collecte des encombrants et ça n'a pas du tout plu. Et donc, a été lancée en 2014 la seconde vie des meubles où on a proposé à nos clients la possibilité de venir nous ramener des meubles Ikea. Il faut que ça soit Ikea, en l'échange d'un bon d'achat. Donc, ils nous ramènent un meuble. La valeur est estimée en fonction, bien entendu, de l'état du meuble. Par exemple, on va dire une table lac, on la reprend 5 € parce qu'elle est en état moyen et le client reçoit un bon d'achat de 5 € et elle est revendue 5 € à la bonne trouvaille. En 2021, la crise du Covid aidant, la seconde vie s'est digitalisée et les clients ont depuis 2021 la possibilité de réserver quelques objets en ligne. Donc, il y a un espace seconde vie en ligne. On choisit son magasin et on décide de réserver un produit de notre choix, sachant qu'il n'y a pas encore de vente en ligne, donc pour regrouper un peu avec ce qui a été dit auparavant. Mais ça devrait voir le jour dans les années à venir. Et en 2022, on a fait un grand refresh de notre vieille zone bonne trouvaille pour l'appeler espace seconde vie et la rendre beaucoup plus qualitative, beaucoup plus attirante, beaucoup plus commerciale et vraiment redorer le blason de la seconde vie. Avec en même temps une zone atelier où les clients peuvent apprendre à customiser, prolonger la durée de vie de leurs produits
Donc, c'est vraiment pour mettre en valeur dans nos magasins cet espace qui auparavant était un petit peu tristounet, un peu mis à l'écart, et vraiment favoriser un mode de consommation plus responsable. Et enfin, encore une nouveauté puisqu'on continue à s'améliorer au fur et à mesure, et comme il a été rappelé en introduction, les clients sont vraiment friands de ce mode de consommation-là. Donc depuis octobre 2022, on peut aussi reprendre des accessoires de nos clients et donc les revendre dans cet espace seconde vie. Donc, tout cela s'inscrit dans nos objectifs 2030. Donc, IKEA est une entreprise qui s'est engagée à respecter les accords de Paris. Et on a comme, parmi nos ambitions à horizon 2030, l'ambition de devenir une entreprise circulaire. Donc, vraiment, tout ce qui va être réemploi, réutilisation, réparation, seconde vie va prendre de plus en plus d'ampleur dans notre enseigne. Où est-ce qu'on en est pour le moment? Donc, en année fiscale 2022, on fonctionne en année fiscale chez IKEA, c'est-à-dire que notre année commence le 1er septembre et se termine le 31 août. Donc, nous sommes déjà en 2024. On avait donc en 2022 34 espaces seconde vie en France. En gros, tous les magasins ont un espace seconde vie, sauf ceux qui ont des contraintes en termes de taille. Et dans le monde, c'était 306 magasins avec des espaces seconde vie. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment amené à se développer. Je vais passer très rapidement une petite vidéo. Je ne pense pas que vous aurez le son, mais ce n'est pas bien grave. C'est pour vous montrer tous les métiers qu'il y a dans cet espace-là, puisque petite spécificité, je pense, par rapport à d'autres enseignes, c'est que les collaborateurs de cet espace, qu'on appelle recovery en interne, ont des vraies fiches de poste et sont dédiés à cette zone-là. Donc, c'est vraiment des métiers à part entière. Et vous allez voir un peu en quoi ça consiste. Alors, je ne sais pas si vous entendez le son ou pas. Oui. Super. Donc là, ça va être vraiment réemballer des articles qui vont avoir l'emballage d'abîmé. Bien entendu, il y a un contrôle qui est effectué par nos équipes pour vérifier que seul l'emballage est abîmé et pas le produit. Si jamais le produit est aussi abîmé, on change la pièce abîmée. Si jamais c'est juste, par exemple, une étagère, on remplace avec une étagère en parfait état, et l'étagère abîmée se retrouve dans la benne écomobilier. Voilà, ça va être ce qui va être expliqué. Je suis allée un peu trop vite. Donc, on voit qu'il y a un contrôle qui est fait. Ah, il y a Thomas qui nous dit qu'il n'entend pas le… Oui, c'est juste de la musique, oui, c'est ça. Il faut savoir aussi que si jamais le produit est vraiment trop endommagé pour pouvoir être revendu, ce qu'on fait, c'est qu'on garde de côté les pièces détachées, et on a toute une bibliothèque de pièces détachées qu'on utilise après en interne. L'idée, c'est de jeter que ce qui est abîmé et de pouvoir garder tout ce qui peut être encore utilisé et utilisable. Là, je vais aller un petit peu vite. Donc là, c'est tout ce qui est modèle d'expo fin de série. Je vais passer un peu vite puisque, bon, tout ça, vous le savez, je vous l'ai un peu expliqué. Ça se retrouve en vente là. Et puis, il va y avoir juste une petite explication après, normalement, sur la partie réservée en ligne. Voilà, revente. Revente et réservation. Donc, pour revendre, c'est hyper simple. Si vous avez un produit IKEA, vous allez sur le site ikea.fr. Vous allez obtenir une estimation en fonction de l'état de votre produit. Vous le ramenez en magasin à la date souhaitée. Vous donnez votre petit QR code où il y a l'explication et combien on vous le reprend. Il y a un contrôle de fait quand même sur place pour vérifier que c'est bien, voilà, qu'il n'y a pas d'erreur de jugement, et vous recevez le bon d'achat du montant de reprise que vous pouvez utiliser dans tout le magasin immédiatement ou ultérieurement.
et le meuble va ensuite être vendu dans l'espace seconde vie. Et bien sûr, sur les étiquettes, encore une fois, pour pouvoir reboucler avec ce qui a été dit auparavant, il y a la mention, le client sait si c'est un meuble de seconde vie, si c'est un meuble d'exposition, si c'est une fin de série. Tout ça, c'est précisé sur les étiquettes. Et là, c'est juste pour vous montrer, si vous voulez acheter un produit dans l'espace seconde vie, vous allez en ligne, vous cherchez votre magasin, vous tombez sur le meuble qui vous plaît, vous pouvez le réserver pour après le retirer en magasin. Et on tient un cahier de police, au fait. J'ai bien vu les petits commentaires dans le chat. Je vais arrêter la vidéo là, puisque de toute manière, c'était vraiment pour illustrer. Je suppose que vous partagerez les présentations après aux participants. Voilà, donc vous pourrez tout à fait les re-regarder. Donc, quel est l'intérêt de la seconde vie pour IKEA? Déjà, c'est important pour préserver les ressources naturelles et donc l'environnement. C'est aussi très important pour les petits budgets. Nous, on a comme positionnement d'être accessible au plus grand nombre et on le voit bien avec l'inflation. Les gens sont de plus en plus sensibles aux petits prix et en moyenne, les produits vendus dans cet espace sont 40% moins chers. Donc, c'est vraiment hyper important pour eux et ça a vraiment beaucoup de succès. Et enfin, pour la sensibilisation du grand public, que ce soit en mettant une zone qui soit qualitative d'un point de vue visuel, on valorise l'achat de seconde vie. Et puis, on a aussi des ateliers qui incitent à moins consommer des ressources vierges pour nos clients. Alors, quelques chiffres rapides comme ça pour vous montrer le succès de la seconde vie. C'est 42,6 millions de produits qui ont eu une seconde vie en année fiscale 2022 dans le monde. Donc, c'est quand même pas négligeable. Donc, 21 produits qui ont proposé cette solution-là. En France, entre septembre 2022 et février 2023, il y a 35 768 produits qui ont été récupérés dans nos magasins. Donc, les gens sont vraiment volontaires pour aussi valoriser les produits dont ils ne veulent plus chez eux. Et la part de vente en ligne, enfin de réservation en ligne, devrais-je plutôt le dire, c'est 4,3% des revenus de la seconde vie. Et en moyenne, les ventes des espaces seconde vie comptent pour 1% du chiffre d'affaires du magasin. Donc, c'est quand même, d'un point de vue financier, c'est aussi pas négligeable. Et pour demain, donc on a comme projet l'intégration de la seconde vie dans le parcours client, ne plus faire que de montrer des produits neufs, mais aussi toujours dans cette idée de valoriser la seconde main, intégrer des objets de seconde main en amont de l'espace seconde vie, renforcer la présence en ligne avec la possibilité d'acheter en ligne, étendre la famille de produits repris, ça j'ai oublié de vous le dire auparavant, mais on ne va pas reprendre toutes les familles de produits. Par exemple, pour des raisons de sécurité, on ne reprend pas de la literie ou des produits enfants, ce genre de choses. Et donc là, on est en train d'étudier justement avec la Suède comment on pourrait s'assurer d'étendre les produits qu'on puisse reprendre et aussi notamment la gamme enfant qui est très demandée par les clients, tout en pouvant s'assurer de la qualité et de la sécurité des produits. Et on essaye aussi de mettre en avant une offre plus circulaire, donc tout ce qui va être réparabilité. Et on a encore quelques questionnements, hein, parce que même si ça fait longtemps qu'on a la seconde vie chez IKEA, on a encore quelques challenges à relever, comme tout ce qui va être récupération des produits, des meubles chez nos clients. Parce que comme il y a beaucoup de succès, l'enjeu, c'est aussi de pouvoir trouver des gisements de produits de seconde main. Le modèle économique, puisque la seconde vie a été pensée au début pour éviter des déchets, éviter des pertes, et donc on ne fait pas vraiment d'argent dessus. Donc il va falloir probablement, si jamais elle se développe et qu'elle prend de plus en plus de part dans notre activité, repenser à un modèle économique. Et le sourcing, ça revient avec la logistique au début. Donc comment s'assurer d'avoir des gisements de produits de seconde main.
Voilà, j'ai essayé d'être le plus rapide possible. Merci Florence. Je vais pareil laisser s'il y a des questions. Moi, j'en ai juste un tout petit peu. Vous continuez à du coup vendre au même prix que ce que vous rachetez Oui, aux particuliers? Et oui. est-ce que tout part? Parce que ça peut être la crainte parfois peut-être de magasins de se dire ça va être stocké longtemps. Est-ce que tout part? Est-ce que Non, ça reste longtemps? ça, en général, un produit reste une semaine sur l'espace seconde vie. Donc, ça peut même être plus court parce qu'on suit aussi le type de produit qui a une rotation assez rapide. Donc, il y a des choses, tout ce qui va être étagère, ça va partir très, très vite. Les canapés, un peu moins vite, mais ça part. Ok. Et ça part aussi parce que les produits trop endommagés, on ne va pas on les reprend pas. Voilà, on essaye quand même que ce soit des produits attractifs, qu'il y ait une petite rayure, un petit choc, mais pas que ça soit vraiment en trop mauvais état. Si D'accord. jamais on se rend compte que ça traîne beaucoup trop, on va dire pour les 10% qui restent, on les propose à des associations Ok. pour éviter de les jeter. C'est toujours cette idée de on jette le moins possible. Ok. J'ai deux dernières questions, moi. Est-ce que par rapport l'objectif du webinaire, c'était un peu de donner des clés sur c'est facile, c'est pas facile de passer. Est-ce que il y a eu des difficultés spécifiques en termes un peu administratifs ou avec les comptables, les codes, etc. Ou est-ce que il y a un process à mettre en place et après ça roule? Alors, d'un point de vue administratif, à ma connaissance, il n'y a pas eu de difficulté. Je pense qu'on va en avoir du moment qu'on va réfléchir à changer le modèle économique, puisque là, et je pense que ça regroupe un peu ce qu'on a vu auparavant, du moment que si jamais un jour la seconde vie a vraiment plus de poids dans notre chiffre d'affaires, il faudra probablement penser différemment les choses. Là où il y a probablement des enjeux, c'est en termes de gestion des flux et de l'espace de stockage. Donc, c'est peut-être aussi notre problématique à nous qui avons des meubles et donc ça prend pas mal de place. Mais c'est vrai qu'il faut gérer les flux qui viennent des clients et on n'a pas toujours de la visibilité sur quand est-ce qu'ils vont nous rapporter leurs meubles, le volume que ça peut représenter. Les flux en interne en fonction des changements d'ambiance. Et puis, on va avoir aussi tout ce qui va être réservation en ligne, où on est obligé de bien mettre de côté les produits qui sont réservés en ligne pour éviter qu'il y ait des ventes simultanées et qu'on soit un peu embêté. Donc, le grand enjeu, ça va être la gestion de la place et des flux et être vraiment très, très organisé sur ça. Mais on Ok. a des équipes dédiées et donc ça aide vraiment beaucoup. D'accord, super. C'était très clair. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie Florence, d'autant que je sais que vous devez partir. Merci. Et puis, Philippe, j'ai vu que tu avais déjà commencé à répondre à des questions, donc on est bien, tu es chaud. Super. Je laisse la parole à Philippe Couget, donc Bonjour à vous. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que vous m'entendez bien? on t'entend. Super, très bien. Écoutez, oui, je me suis permis de répondre parce que effectivement, le livre de police, c'est un élément important, on va l'aborder. Je me présente, Philippe Couget, je suis le fondateur de GameCash, qui est une enseigne de jeux vidéo de seconde main, et Média Clinique, je vous en parlerai, qui est un réseau de reconditionnement et de réparation des smartphones et de l'informatique. Avant de démarrer, moi, je voulais féliciter les intervenantes, réellement, parce que c'était très, très exhaustif, la partie juridique. Et puis, j'avais rencontré Emma Recruz, qui est la PDG de Ikea, et je vois que le parcours d'Ikea est vraiment très, très ambitieux. Et ça force le respect. Voilà, je voulais faire et surtout sur la partie juridique, elle est très complète. La seconde main, effectivement, ou l'occasion, les deux appellations existent. Dans la seconde main, on a tendance à le voir beaucoup dans le prêt-à-porter, et parce elle fait partie, je dirais, de la culture des gens. Elle existe depuis très longtemps. Hein. Le troc, c'est pas né avec nous. Donc moi, pour me présenter, j'ai démarré l'activité d'occasion en 1993. Donc là, on n'était pas dans des prérogatives de se demander comment on allait appeler ça, parce que ça n'existait quasiment pas. Et j'ai monté mon réseau 10 ans après avoir expérimenté un premier réseau qui a été revendu et qui s'appelle GameCash. Et aujourd'hui, GameCash, on vit, pour vous expliquer un peu l'environnement, on vit une étape importante de notre parcours puisqu'on vient d'être racheté par un acteur belge d'I9 et qu'aujourd'hui, ils intègrent GameCash dans un groupe de 60 magasins parce qu'on a une spécificité de travail sur l'occasion auprès des particuliers dans le gaming. Et il y a une place de marché également qui permet d'acheter et de revendre des produits. Donc, on devient le petit acteur acheté par un gros parce qu'on amène la spécificité de ce marché de la seconde main, en tout cas de l'occasion, pour la partie gaming.
Voilà, donc comme quoi on est dans une tendance forte et qu'aujourd'hui les retailers parfois s'allient à des spécialistes. Je ne veux pas revenir sur la partie juridique. Il y a un élément qui a été abordé qui est le livre de police ou le cahier de police ou le cahier de brocante, peu importe son nom. À partir du moment où vous achetez des produits auprès des particuliers, effectivement, il y a une nécessité de traçabilité des coordonnées des clients revendeurs. Donc ça, c'est un élément qui n'a pas été abordé, peut-être que vous y reviendrez. Et il y a un risque de recel, c'est-à-dire que quand on fait des activités d'occasion, même quand on commence, il est toujours bien de savoir à qui on l'a acheté et d'enregistrer les coordonnées, la pièce d'identité, très précisément, des revendeurs, y compris pour les activités online. Et donc, je saurais trop vous recommander d'aller voir en ligne, il y a une déclaration, un CERFA, on peut le demander en préfecture aussi, qui vous enregistre, même si votre activité est absolument anecdotique, et qui vous permet de tenir à la main, dans un premier temps, un registre avec la désignation du produit et les coordonnées du revendeur, registre qui est à la disposition des services de police, qui peut être demandé sur réquisition d'un juge, et qui permet de tracer l'origine de vos produits par rapport aux propriétaires antécédents. Je parle vraiment d'une activité de rachat auprès des particuliers qui est la typicité d'activité, celle que je connais bien. Chez GameCash, 100% des produits rachetés en France, en Belgique, en Dom-Tom, au Maroc, sont des particuliers qui nous les revendent. Donc nous, on a cette livre de police informatisé dans nos logiciels et qui permettent de garder une traçabilité complète. Voilà, je voulais faire cet aparté. Après, l'enjeu des retailers. Alors, moi, je suis un élu CCI aussi, donc je n'interviens pas en tant qu'élu. Et je vous parlerai aussi de ma perception du retail et ma perception du retail de demain, avec toute la modestie que j'y mets. Et également, je suis administrateur de la Fédération du réemploi et de la réparation Aircube. Et je vous parlerai après des référentiels de ce qu'on est en train de bâtir avec la Fédération des acteurs de réemploi, parce que toutes les filières se structurent et qu'aujourd'hui, les filières, on le voit avec Ikea, réinventent un modèle et n'ont pas forcément ni les outils, ni les référentiels sur la partie état des produits, pricing, garantie, emballage, enfin, tout est à réinventer. Sur la partie vision, je dirais un peu macro de l'occasion, on en a déjà parlé, donc je fais une petite synthèse. Mais l'occasion, c'est d'abord les particuliers entre eux. Je dirais que le marché, c'est ce qu'on appelle le C2C. Alors, j'aime pas trop ce marché, mais la revente entre particuliers. Donc, vous avez tous une expérience avec Le Bon Coin, certains, ou avec Vinted. Donc, vous avez vu qu'aujourd'hui, les consommateurs se sont emparés de ces nouveaux modes de consommation. C'est la réflexion quand on est un commerçant, c'est les consommateurs qui sont en avance de phase, ils sont sur ce segment-là entre eux. Est-ce que j'ai ma place à prendre, moi, commerçant, et comment je vais la prendre? Est-ce que j'amène des choses? Donc, il y a des éléments importants quand on est un commerçant sur lesquels il faut s'appuyer, c'est que vous avez un environnement qui est plus sécurisé pour le consommateur que quand il fait ses échanges entre particuliers. Donc, il faut vous appuyer sur votre commerce, sur vos fondamentaux, et sur le fait que vous avez la confiance de vos consommateurs et que c'est un élément prépondérant de votre stratégie de seconde main. Ils vont venir chez vous plutôt que de le faire entre eux, et puis vous allez leur apporter des produits en bon état, ou en tout cas, on en a parlé tout à l'heure, avec des reconditionnements. Donc, je vous encourage effectivement à bien communiquer sur les atouts de vos reconditionnements, ou même la transparence de vos produits, même s'ils sont incomplets, effectivement, il faut le dire. Et le pricing également. Vous allez avoir une vraie stratégie de comment je positionne en prix mon activité d'occasion par rapport à mon activité historique qui, normalement, doit être de la première main. Donc, appuyez-vous là-dessus. Le consommateur, dans le commerce, il trouve la relation de confiance, un prix, un état. On en a parlé, en plus, c'est obligatoire, des garanties. C'est ce qui va vous permettre, je pense, de pouvoir vous différencier de l'échange entre particuliers. Donc, c'est vraiment, même dans le prêt-à-porter, on a vu des expérimentations se faire. Il y a Kit Canaille, que j'ai été visiter dans le Nord, qui est une expérimentation de la seconde main de Kiabi, et justement qui est venu positionner un concept 100% seconde main sur une marque qui ne s'appelle pas Kiabi, avec ces atouts-là. Il y a un commerce physique, les produits sont en bon état, ils sont lavés, ils sont garantis, les prix sont intéressants, c'est très transparent sur l'état des produits et sur le marketing. Voilà, c'est un enjeu intéressant et qui montre que même dans le prêt-à-porter, on peut se lancer dans l'activité. Je pense qu'on a passé l'effet de mode. On me dit des fois, ouais, mais c'est un effet de mode, etc. Moi, c'est 31 ans que je travaille dans cet environnement-là. Je pense que l'effet de mode, peut-être qu'il était hier, quoi. Mais là, aujourd'hui, il y a deux enjeux fondamentaux. D'abord, le pouvoir d'achat. On voit qu'aujourd'hui, on a une crise fondamentale d'inflation. Et la première motivation de nos consommateurs, c'est pas l'écologie. Il faut vous le dire. Alors forcément, on va vous dire que c'est bien.
Et si vous faites de la com avec des agences de com, ils vont vous dire pour faire des campagnes d'écologie. Moi, mon conseil, c'est qu'il faut d'abord appuyer sur le ressort de l'économie. Vous avez des prix moins chers, vous avez un intérêt à proposer des produits et du pouvoir d'achat à vos clients. Et au-delà de ça, si vous rachetez les produits à vos clients, vous leur donnez de facto du pouvoir d'achat. J'ai entendu parler de bon d'achat. C'est souvent l'étape 1 pour faire de l'occasion, avant de faire du cash, manipuler les espèces, etc. C'est pas évident. Mais vous pouvez déjà faire des bons d'achat à vos consommateurs et vous allez leur donner du pouvoir d'achat et rentrer des produits. Donc vraiment, l'inflation et le côté économie, c'est votre ressort numéro 1. Et puis effectivement, après, vous avez aussi une crise écologique qui arrive, sur laquelle vous pouvez quand même vous appuyer, qui est d'encourager le circuit court. Vous êtes des commerçants locaux, vous avez intérêt à vous dire, modèle économique, c'est ma zone de chalandise, c'est ma zone de jeu, j'achète, je reconditionne et je revends dans ma zone de chalandise. Là, vous avez des arguments énormes au niveau écologique, puisque vos produits ne voyagent pas, et parce que vous amenez services complémentaires sur votre zone de chalandise locale. Donc moi, je l'utilise beaucoup sur le circuit court, notamment chez Mediaclinic. C'est un concept où on achète des portables et des téléphones à des particuliers uniquement sur la zone du magasin. On a un atelier, on reconditionne et on revend sur la zone du magasin. On ne revend pas en ligne. Il n'y a pas de secteur incompatible. Alors, il y aura des questions tout à l'heure, mais on me dit toujours, il y a des secteurs incompatibles, je ne peux pas faire, etc. À partir du moment où vous avez un produit manufacturé qui a une valeur, vous avez une possibilité de positionner un modèle de seconde main en face et que vous pouvez vous trouver votre place à côté des généralistes de l'occasion, les magasins de cash, à côté des ultra spécialistes comme moi, dans des filières gaming, téléphone, ultra spécialisées. Et que vous avez aussi dans la filière des industriels du reconditionnement, il y a peut-être des gens qui peuvent être vos fournisseurs demain de produits d'occasion. En tout cas, non, parce que là, c'est des professionnels de produits reconditionnés. Et qu'on voit arriver aujourd'hui tous les gros réseaux, notamment les réseaux comme Electrodépôt, Boulanger, Leroy Merlin, sont adhérents de Hercule. Et puis les opérateurs de téléphonie, nous on a Orange, SFR et Bouygues, qui sont rentrés dans le reconditionné, mais pas dans une phase rentabilité, je pense que c'est un peu la même stratégie qu'IKEA, mais dans une phase de maintenir la relation de fidélité avec les consommateurs pour pouvoir continuer à vendre leur raison d'être, qui est une ligne, un abonnement mobile et une ligne téléphonique, une ligne des data. Voilà, donc aujourd'hui, la filière du jouet se structure. Alors, pour vous parler de la fédération Hercule, on a 120 adhérents aujourd'hui. Donc, c'est une fédération qui travaille aux côtés des éco-organismes. On travaille dans pas mal de filières REP, fameuses filières de réemploi, avec l'ADEME. Et donc, on représente historiquement des reconditionneurs de la téléphonie. Il y a e-commerce au départ et des gros reconditionneurs industriels. Et sont rentrés des spécialistes comme moi, des généralistes comme Cash Express, EasyCash, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on voit arriver des gens de l'ESS, puisqu'on a des gens de l'économie sociale et solidaire qui sont adhérents, notamment PicPic. Notamment, on a un adhérent du meuble, donc qui fait de la reprise d'ameublement B2B et qui a derrière une entreprise de réinsertion qui remet en état des meubles à vocation bureau. Et on a des gens du jouet qui sont en train de frapper à la porte et récemment, la filière des instruments de musique. On a des adhérents de la filière instruments de musique qui réfléchit à réparer et donner une seconde vie à des instruments de musique qui ont une valeur financière importante. Et là, nous, on crée des référentiels. Pour vous dire, l'état de l'art du marché, on le voit aujourd'hui, hein, il est assez jeune, l'état de l'art du marché. Et donc, dans la filière, les grandes problématiques qu'on va aborder souvent, c'est le référentiel de produits. Qu'est-ce qu'on peut racheter, qu'est-ce qu'on ne peut pas racheter. Derrière, c'est le référentiel d'état. Est-ce qu'on se met d'accord sur des gradings ou des verbatims pour décrire un état? Ça, c'est un élément très important qui a été évoqué tout à l'heure du côté juridique. Moi, je l'aborde du côté client. Il faut être très transparent sur ce que c'est qu'un état. Un état, très bon état, eh ben, il faut que vous expliquiez ce que ça veut dire, très bon état. Il y a des rayures, il n'y a pas de rayures, il y a la boîte, il n'y a pas la boîte. Et ça, c'est important que vous ayez un référentiel d'état qui soit transparent et qui explique ce que c'est. C'est quoi état moyen, c'est quoi état d'usage, etc. Donc, nous, les professionnels, avec Hercube, on a décidé, notamment sur la téléphonie, d'essayer de faire un grading européen. Alors, c'est loin d'être arrivé au consensus, mais notre idée, c'est de se dire, quand il y a un grade A, un grade B, un grade C, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, ça veut dire des choses différentes suivant le distributeur. Donc, l'idée, c'est de se dire qu'on arrive aussi à rassurer les consommateurs avec ces référentiels-là. Vous voyez, les grands sujets qu'on a, c'est vraiment des sujets. Après, c'est le sujet aussi législateur. Ça a été évoqué. Alors moi, je fais une aparté, faites une TVA classique, régime général, quand vous avez très peu de chiffres, mais basculez rapidement sur la TVA sur marge. Donc, 30 ans d'activité, je dirais à peu près 50 contrôles.
fiscaux sur la partie TVA, une quinzaine de contrôles des GCCRF, des DP sur la partie communication, sur l'occasion. Donc, on connaît les services de l'État. Ils aiment bien quand on a un service, quand on a mis une TVA marginale bien faite, parce que maintenant on a les codes, c'est transparent, c'est facile à gérer. Et effectivement, par contre, si vous avez du reconditionné, de l'occasion, du neuf, effectivement, vous avez 3 régimes presque. En tout cas, vous devez tracer vos produits de façon différente. Chez Mediaclinic, c'est le cas. Maintenant, l'informatique permet de le faire. Il y a des outils qui existent, il y a des outils SaaS. Il y a beaucoup de gens qui ont lancé des logiciels de gestion. Donc, j'aurais vous encourager à vous rapprocher de solutions qui ont déjà fait leurs preuves. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Après, la vigilance, c'est la communication. Elle a aussi été très, très bien abordée par l'avocate. Pas parce que vous faites de l'occasion qu'il faut tout de suite commencer à faire du 4x3 en disant que vous faites des économies carbone à vos clients. C'est ce que Back Market a essayé de faire. Effectivement, on le voit en ce moment, notamment sur LinkedIn et ailleurs, tout le monde rôde et c'est normal. Et on ne peut pas, en fait, toute activité humaine, y compris d'occasion, génère du carbone. Donc, on ne peut pas dire que ce qu'on fait n'a pas d'impact. Donc, moi, nous, ce qu'on a fait, je peux vous donner l'exemple de Mediaclinic, où on a décidé de ne pas faire de marketing autour de l'occasion. On a essayé de faire un peu une communication. On a beaucoup parlé avec l'ADEME, parce que l'ADEME est à Angers, comme nous. Et on essaie de faire un marketing éducatif. C'est-à-dire, on dit à nos clients, le mieux, ce n'est pas d'acheter un produit, c'est de le réparer, prolonger sa vie. On n'est pas là pour vous vendre un produit de remplacement, même en occasion, ou en seconde main, ou en reconditionné. On est là pour vous dire que votre produit est réparable et que la réparation vaut encore le coup et qu'on peut le faire rapidement et qu'on va le prolonger de 2-3 ans. Donc, première étape, c'est réparer plutôt que d'acheter. Et après, on leur dit, si vous voulez vraiment acheter un produit, n'achetez pas du neuf, achetez en occasion. C'est vraiment mieux pour la planète et c'est mieux pour le porte-monnaie. Et on s'en tient à ça. Et on ne rentre pas dans, si vous achetez chez nous d'occasion, on va vous offrir une pochette, etc. Ça, c'est absolument pas bon. On ne leur dit pas non plus, en venant chez nous, ils font un très, très beau geste pour la planète. Parce qu'en fait, le mieux, c'est de rester chez soi, de ne pas consommer, faire de la sobriété. Je plaisante, mais voilà, on a donc essayé de réinventer les marketing, ce qui est un peu important. Donc, ne tombez pas dans le côté argument RSE, où vous êtes devenu d'un seul coup le commerçant le plus vert de votre quartier. Enfin, je vous le déconseille parce que là, vous allez vous faire attraper par la patrouille et ça va être. Je finis parce qu'après, je pense que ouais, très long. J'allais dire, il faut que je passe la. Je finis juste une phrase de conclusion. J'y arrivais. Moi, je vous conseille d'y aller par étapes, par itération, et de commencer petit, et de commencer à expérimenter et à regarder ce que ça peut vous rapporter. Parce qu'en fait, mal maîtrisé, et je finis là-dessus, ça génère de la frustration. Tout à l'heure, j'ai entendu le consommateur, si on ne réserve pas le produit chez Ikea, il se déplace, il ne trouve pas le produit. Donc, maîtriser ça et éviter de décevoir les gens. Vous pouvez les décevoir dans plusieurs éléments, je finis là-dessus. Avoir des prix fantaisistes, si vos prix sont plus chers que le neuf, ça va être très, très compliqué. Avoir un grading qui n'est pas transparent, c'est-à-dire, un coup, je mets comme neuf, mais le coup d'après, non, comme neuf, on ne met pas. Je mets très bon état, et le coup d'après, je mets bon état, mais le produit, en fait, il est moyen. Et dernier élément, c'est aussi la garantie, quoi. Exécuter des vraies garanties et voilà. Donc, c'est juste ça, parce que mal maîtrisé, ça va vraiment vous générer énormément d'ennuis en termes de réputation. Et je finis là-dessus. Merci. Voilà. Merci. Du coup, une autre version hyper complète et concrète. Il y avait une question sur le numéro de CERFA que tu as évoqué, si jamais tu as des éléments. Ouais, je vous donnerai le lien sur le registre des revendeurs, où je pense que peut-être le cabinet juridique pourra le pointer. C'est un document qui est facile à trouver et puis vous pouvez vous déclarer. Alors, à partir du moment où vous achetez beaucoup de produits auprès des particuliers, pour cette raison de livre de police. Mais je vous donnerai les liens. Alors, du coup, je reviens en arrière. Alors, Elisabeth a répondu un petit peu. C'est-à-dire que Martine, vous aviez super, plusieurs questions. Le chat. Pardon. Oui, Martine avait des questions qui étaient assez intéressantes sur je suis coiffeuse, est-ce que je peux vendre de l'IFI d'occasion? Et puis, du coup, il y a eu plusieurs. Vous avez rebondi pas mal dessus. Elisabeth, je vois que tu as un petit peu commencé à répondre. Est-ce que tu peux compléter? Oui, ce que je disais, c'est que tant que la boutique en question, notamment, elle est bien ERP magasin, après qu'ensuite on diversifie un petit peu ce qu'on vend, je ne vois pas de frein particulier. Donc voilà, ça va arriver, on va vendre des on peut y vêtements aller. et au après, fond, il y aura peut-être les machines de café. Elisabeth, sur le registre, sur le livre de police, votre recommandation, c'est quoi? Alors, en toute transparence, je le découvre.
Bon, je t'envoie les liens. Donc oui, c'est vrai que moi, en fait, j'étais souvent dans des hypothèses où, en fait, on s'approvisionnait entre pros. Enfin, j'étais dans des chaînes où c'était des pros ou Il y a alors vraiment où une c'était implication pénale, en fait. des… Le problème, c'est qu'il Bah y a une ouais, implication ce que j'ai regardé. Voilà. Bah ouais, c'est ce que j'ai vu, effectivement, où c'est la responsabilité du dirigeant de la structure. Ouais, tout à fait, je suis assez d'accord. Donc, j'étais en train de checker ça, mais je trouvais pas le CERFA, je trouvais le décret, mais après, j'ai l'impression qu'ils ont ouvert justement un registre numérique. Ouais, il y a un registre numérique maintenant, tout à fait. Alors, on peut aller en préfecture, hein, vraiment à la caisse à préfecture et dire je vais démarrer une activité d'occasion. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme démarche? Il y a forcément quelqu'un dans toute préfecture qui connaît l'activité, les registres, qui va ne serait-ce qu'enregistrer votre entreprise. Pourquoi il y a un besoin d'enregistrement en préfecture? C'est que les services de police, quand ils font des enquêtes par rapport à des vols, par rapport à des objets spécifiques, par exemple un vélo, ben, ils vont aller en préfecture prendre le registre des acheteurs des vélos auprès des particuliers pour mener leur enquête. C'est vraiment à vocation pénale. Et ils vont demander à tous les professionnels du secteur, généralement sur un délai, parce que c'est rarement ouvert, bien qu'on voit des dérives, parce que là, il y a des dérives aussi de services de police qui demandent le livre de police intégralement pour faire une enquête, alors qu'il n'y a pas spécifiquement une requête d'un procureur sur soit des personnes, soit des biens. Donc, normalement, ça devrait quand même partir d'une enquête sur des personnes et des biens. La requête, elle est souvent bien écrite. Hein, c'est j'ai besoin du livre de police de telle date à telle date concernant tel type de produit. Et là, on fait une extraction. Et donc, ils vont faire ça auprès de tous les pros de la zone de chalandise, et puis ça fait avancer leur enquête. Je fais juste un témoignage là-dessus. Il faut le tenir, c'est important. On n'est pas auxiliaire de police. C'est-à-dire que quand on reprend un produit en particulier, on prend sa pièce d'identité, on ne fait pas d'enquête. On ne dit pas au particulier, expliquez-moi d'où vous le tenez, etc. On n'est pas auxiliaire de police. Et par contre, on est tenu à tenir en toute bonne foi. Ça veut dire aussi que si le produit a été revendu, on ne va pas vous le réclamer. Ça aussi, je peux vous le dire pour avoir vécu ça. S'il est encore en stock chez vous, par contre, on va vous le demander de le restituer et vous ne le reverrez pas et vous déposerez plainte parce que vous-même, vous avez été victime de quelqu'un qui vous a abusé. C'est très, très classique. Ce qu'il ne faut pas faire, ce n'est pas tenir un registre, notamment sur des produits qui ont des numéros de série. Je parle des consoles de jeux, des téléphones portables, des ordinateurs, des vélos. Là, le registre, il y a quand même des domaines d'activité qui sont un peu plus comment dire, concernés par le recel. Voilà. Oui, c'est ça. Et les vélos, c'est un bon exemple. Enfin, nous, à Lyon, je sais que c'est un énorme business et que justement, c'est pénible de commercialiser parce qu'il y en a beaucoup qui sont rappelés. Et effectivement, il y a beaucoup de recettes. Dans le vélo, il faut absolument avoir son registre. Hein, ça, c'est sûr que là. Ouais. J'ai une question qui est revenue plusieurs fois. Est-ce que c'est légal de proposer des bons d'achat en échange de... Voilà. Oui, je vois pas pourquoi il y aurait un problème. Après, pareil, le bon d'achat, c'est un mode de paiement, donc faites attention, il doit avoir un délai, il doit avoir une date de validation, une date de péremption. En tout cas, s'il y en a une, il faut que ce soit. Voilà. Un bon d'achat, si vous ne mettez pas de date finale d'usage, je ne sais pas, après, il faut travailler avec vos avocats. Mais pareil, il faut là, vous cadrer, vous mettez un délai qui est bien expliqué au moment de la remise de documents, etc. Et puis là-dessus, pas de. On a une longue question d'Éric, mais je pense que ça sort du périmètre. C'est sur alors, il y a un sujet sur le vin en vrac. Donc, là, c'est pas tant que vous vendez des produits vous-même d'occasion, c'est que vous utilisez ou pas des emballages consignés et ou des particuliers. Donc, je pense qu'on sort un petit peu. Enfin, je ne sais pas si Il y a une fédération du vrac qui est très, très bien faite, qui est une fédération cousine d'Airpub. La fédération du vrac et du réemploi. Je pense qu'il faut s'adresser à eux, en fait. Après, moi, j'ai des éléments sur les emballages, donc je pourrais échanger avec vous si vous voulez, mais je ne pense pas qu'Elisabeth ou Philippe puissent particulièrement vous dire. C'est de la, je ne sais pas, hein, d'ailleurs, Elisabeth. Eric, si vous voulez, je vous laisse la parole pour expliquer, mais c'est vraiment les bouteilles de vin. Vous passez par Bout à Bout, qui est le gros acteur régional de la consigne des bouteilles. Je parle, là, vous m'entendez ou pas? Oui. Oui, ok. Non, c'est juste que quelque part, en fait, moi j'ai des fournisseurs qui se sont abonnés à ce système de bouteilles relavées. Donc, je suis un peu tenu par mes fournisseurs de leur rapporter ces bouteilles. Donc, du coup, je dois les stocker. Idéalement, il faudrait que je contracte un peu avec mes clients le fait qu'ils me rapportent les bouteilles. Bon, alors, ça marche pas forcément. Donc, je ne rapporte pas le taux de bouteilles. Je ne rapporte pas à 100% des bouteilles que j'ai vendues, forcément. J'en rapporte, je ne sais pas, 25-30% max.
Et c'est juste que je trouve que cet asso, enfin, qui est devenu une entreprise, n'est pas soutenante parce qu'on se retrouve avec ce process en plus dans ce qu'on fait, quoi. Bon, après, c'est pas inintéressant en termes d'image. Hein. Moi, je pense que tu es dans le recyclage. Dans le côté bouteille, tu as un contenant, il y a la filière recyclage. Et là, il y a d'autres obligations. On en a parlé tout à l'heure avec les éco-organismes qui financent. Moi, à mon sens, hein, tu dois rester dans le recyclage du contenant. Et il y a des aides, il y a des éco-organismes, il y a une fédération. Alors, le recyclage et réemploi, sur réemploi-réparation, nous, on est en collab. Mais là, pour moi, c'est un contenant, c'est plus du ressort de l'achat auprès des particuliers. Oui, là, on sort du périmètre du webinaire, mais pour autant, moi, je travaille pas mal sur le côté emballage et réemploi, donc je vous contacte après. Je veux dire, je ne fais pas un livre de police de rachat de bouteilles, par exemple, pour répondre clairement, ça ne rentre pas dans ce scope-là. Vous emmerdez à ça, c'est vraiment… Non, pas du tout. Là, oui. Bon, mais je suis d'accord avec vous, c'est difficile, ils ont tellement grossi que c'est un peu plus difficile de discuter en direct avec bout à bout. Ouais, je veux bien que vous me rappeliez plus tard. Je vous appelle, sans problème. Voilà. Je prends peut-être la dernière question parce qu'on est déjà en retard. Si je n'ai pas de cahier de police, mais j'ai une friperie brocante, qu'est-ce que je risque réellement? Enfin, j'en ai un, mais il est vierge. Il y a un défaut de tenue de livre de police qui existe, hein, qui est une infraction. Ouais. Qui est quand même faux. Moi, le conseil, je suis. C'est 6 mois d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Voilà. On a plombé le webinaire. Alors oui, c'est ça. Finir sur ça. Merci pour la question, monsieur. Mon conseil, c'est d'aller à votre préfecture en mode « je n'étais pas au courant ». Il n'y a pas de problématique à partir du moment où vous êtes de bonne foi. Et il faut le tenir, votre registre, parce que si demain, il y a une enquête sur des vols de vêtements et que ça arrive au établissement, l'absence de tenue de livre de police, pour le coup, très bien, quoi. On va le faire à partir de maintenant. C'est pas lié aux impôts. Hein. Et encore une fois, alors moi, qui a été beaucoup contrôlé, les impôts n'utilisent pas le livre de police. C'est une légende. Hein. Il n'y a pas besoin. Ils ont tous nos comptes. C'est vraiment la problématique pénale. C'est-à-dire, c'est vraiment le problème du recel. Ça ne sert qu'à ça, un livre de police. Il n'y a pas de contrôle fiscal. Ils ne contrôlent pas non plus les clients sur leur activité de revente. C'est souvent des légendes qu'on entend. Ce n'est pas vrai. Et je n'ai jamais donné un livre de police à aucun contrôleur des impôts. Mais à mon avis, dans les faits, il faudrait regarder la jurisprudence, mais je pense que vous risquez ce genre de peine si, en fait, vous tenez pas le livre et ils en ont profité aussi, ils passent par vous et qu'il y a des gros volumes de recel qui sont passés par vous. Et là, ils vont vous mettre dans la cause au procès en disant on va aussi mettre celle qui en a mieux d'en avoir. Pas tenir la traçabilité et comme par hasard, du coup, ils en ont profité pour écouler le stock chez elles. Mais voilà, encore une fois, c'est un certain volume, je pense, à vous se prendre parce que c'est des peines où il faudrait qu'elles soient prononcées par un tribunal correctionnel. Donc, pas une amende, genre ils viennent chez vous, ils disent pas de livre de police, 6 mois d'emprisonnement, ça marche pas comme ça. Il y aurait un procès et ce serait dans le cadre d'un procès plus large avec des vrais auteurs de l'infraction. Moi, j'ai connu le cas de figure d'un livre de police mal tenu. Je vous le dis juste, en fait. Et dans un ancien magasin qui n'est pas le premier réseau, qui était le réseau Dog Games. Et en fait, il y a quand même eu, de la part du juge, un affichage sur la condamnation. Il y a eu une amende qui était moins de ça, c'était 5 000 €. Et il y a eu un affichage par voie de presse et sur la boutique pendant 3 mois du défaut de tenue. Voilà. Et ça a été la première étape, quand même, où c'est déjà un peu… et je pense que ça se durcit. Il faut être quand même prudent. Oui. Mais après, ça dépend des biens aussi, quand même, à mon avis. Ça dépend de ce qu'on vend et de ce qu'on en tire comme recette. Parce que si c'est des t-shirts à 2 €, je pense que… Mais s'il y en a beaucoup. Si vous faites oui, on est d'accord. Il faut qu'il y ait du volume. Puis c'est un sac Chanel, après, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi… Voilà, oui, là, on est d'accord. Et le luxe et le prêt-à-porter de seconde main, c'est très lié. Donc, je vous interromps. Il y avait Patrice, j'avais oublié. On a répondu partiellement tout à l'heure. Vous vouliez redire quelque chose. Après, j'arrête en revanche. Je vais être bref, mais effectivement, quand j'évoquais tout à l'heure la transformation par rapport à un objet que j'allais électrifier, moi justement, j'étais conscient de ça, on m'avait alerté, mais si jamais je fournis un matériel électrique qui est conforme à une norme communauté européenne par rapport à l'usage et que j'associe à l'objet que je vais créer, le fait de décomposer en deux, il y a un objet qui, par exemple, moi j'ai une idée pour créer des lampes dans un objet donc voilà, j'ai l'exclusivité. Est-ce que si je vends à part quelque chose qui est conforme et que je vends à côté l'objet, est-ce que je prends un risque ou pas? Ça dépend comment ils sont
compatibles ou intégrés entre eux, quoi. C'est-à-dire que s'il y a un risque, notamment par rapport à l'humidité, l'extérieur et autres, je peux aussi alerter bien évidemment le consommateur, l'acheteur, en disant que l'usage est tenu de respecter par rapport, je sais pas, à un usage intérieur ou hors de portée des enfants. Enfin, j'en sais rien, mais voilà. Oui, tout à fait. Ben, ça, c'est possible. Après, il faut mettre des conditions de sécurité. Et voilà. Après, en fait, il faut regarder de base la norme, elle s'applique à tout ou partie du produit. Il faut regarder la norme jusqu'où elle va par rapport à ce que vous voulez vendre. Et si ça va effectivement que sur la partie du dispositif électrique, que ça, vous vous approvisionnez, vous en prenez un qui est conforme à la norme, et qu'après, par exemple, si c'est un luminaire, c'est simplement greffé dessus et qu'il y a des conditions justement de sécurité, que c'est que à l'intérieur, fixé de telle manière, ben, effectivement, vous transmettez via une notice d'information. Vous mettez les restrictions d'usage dans la communication. Ouais. Et tout ce qui est en création artistique sur des reconditionnements d'objets, bois, métal, etc., il n'y a pas de contrainte particulière là-dessus. Quand on rentre dans la notion de galerie d'art. C'est à la fois trop flou et trop spécifique ce que vous me dites pour que je puisse vraiment répondre, mais je ne pense pas. Okay. Merci. Ok, ben on finit là avec le petit quart d'heure habituel. Je vous renvoie les présentations. Si vous avez des questions auxquelles on n'a pas répondu ou si avec le jour qui passe, vous avez des idées de choses à approfondir, n'hésitez pas à me les renvoyer. On peut, comme je vous le disais au début, envisager de faire un autre webinaire sur des points plus spécifiques où on creuse tel ou tel aspect. Merci encore à Philippe et Elisabeth. C'était très, très riche. C'est enregistré. Il va y avoir des milliards de vues. Et n'hésitez pas à nous recontacter. Vous aurez aussi les coordonnées d'Elisabeth s'il y a des questions juridiques. Et Philippe, je n'ai pas vu avec toi, mais je donnerai aussi les coordonnées de Philippe. Voilà. Merci à tous. Merci à vous. Et, bon appétit et vendez bien de seconde main. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir.